Merci. Bonsoir à tous. 1989, je nais, grâce au travail de ma mère. Il paraît qu'on appelle ça comme ça et que ça désigne un truc qui n'est pas très cool. Ma mère, elle est fille de boulanger. Comme métier, elle a choisi l'informatique. Mon père, lui, il est fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'agriculteur. Il a choisi l'électronique. Pour eux, un nouveau monde s'ouvre. Qu'en sera-t-il de moi ? 2000. J'ai 8 ans, je suis en CE2. On m'annonce pour la première fois la fin du monde. Une sombre histoire de bug mondial, la faute à des ingés qui auraient oublié les 3 zéros de l'année dans les machines. Alors, les avions allaient s'écraser, les centrales électriques s'arrêtaient, les missiles explosaient. Le soir, quand je me couche, j'ai peur. Et pourtant, il ne se passe rien. On continue comme avant. 2008, j'ai 19 ans. Je vis ma première absurdité au travail. Le temps d'un été, je vais travailler dans un summer camp aux US. Je fais la plonge, entre autres. Là-bas, en fait, avant que ce soit la fin de la journée, c'est pas la fin de la journée, même quand tout est fini. Alors une fois qu'on a tout lavé, épluché, astiqué, balayé, on attend, on regarde notre montre et on rêve à ce qu'on pourrait faire ailleurs. Ça fait pas sens, ça, pour moi. Je me dis, un peu facile, que c'est les Américains qui sont fous. Je me rendrai compte un peu plus tard qu'on n'est pas forcément mieux. 2012. On m'annonce la fin du monde pour la 2e fois. Cette fois-ci, une histoire de Maya, de calendrier, de prédiction. Il y a des gens qui ont peur. Il y en a même qui construisent des bunkers. Une fois encore, il ne se passe rien. Je vais finir par plus y croire, moi, à toutes ces histoires de fin du monde. 2013. J'ai 24 ans. Au travail, je m'abîme. Alors je perds pied, littéralement. Il me faudra des années pour mettre des mots sur les mots, pour oser dire, pour oser raconter. J'ai fait un burn-out. La crise d'eczéma, qui m'aura fait perdre les 3/4 de la peau du pied gauche à l'époque, est bel et bien liée au stress au travail. Et plus précisément à des pratiques managériales que je ne vous recommande pas. 2014. J'écoute les gens, leurs histoires, leurs questions, leurs doutes sur le travail. Je me sens moins seule et je commence à me passionner pour ce sujet du travail. En 2014, je me questionne sur la place du travail dans nos vies, sur son sens, sur sa capacité à nous enthousiasmer ou à nous abîmer, sur ce qu'il dit de notre société, sur ce qu'il dit de notre humanité. Je me passionne tellement pour le travail que je finis par en faire mon travail. Et je crée mon entreprise. Elle s'appellera So Many Ways, parce qu'il y a tellement de chemins possibles. Alors le plus important est d'apprendre à construire le sien, et peu importe s'il n'est pas linéaire. 2020. Cette fois, on ne me dit rien. Pourtant, j'assiste à la fin d'un monde. Au bout du générique, 5 lettres, qui pour moi, comme pour chacun d'entre vous, veulent pas dire grand-chose. C-O-V-I-D, Covid. Hébétée, comme nous tous, je regarde la vie suspendue depuis mon balcon. Et je nous vois toutes et tous dans une sorte de gueule de bois collective qui fait mal à la tête et mal au cœur aussi. Alors, sur le sujet qui m'intéresse, qui me passionne, vous l'avez compris maintenant, le travail. Le Covid, assez vite finalement, cette crise inattendue, inédite, radicale, inimaginable, je me dis qu'elle va peut-être nous servir à nous poser les bonnes questions. Parce que sur le travail, le Covid agit un peu comme une loupe grossissante. Un truc qui met en lumière ce qui était déjà là, tapis dans l'ombre, le meilleur comme le pire. Avec Covid, des métiers survalorisés démontrent leur vacuité.
Avec Covid, des métiers sous-valorisés démontrent finalement leur impérieuse nécessité. Avec Covid, les entreprises qui s'engagent. Les entreprises qui bullshitaient encore plus fort. Avec Covid, les managers dans la confiance mobilisent encore plus. Ceux dans la défiance abîment encore plus. Alors avec Covid, finalement, les questions commencent à prendre de la place. Beaucoup de place. Et la souffrance aussi. Tout ça, finalement, vient nous rappeler que peut-être on passe à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, quand je vous parle, à l'heure de la rentrée des classes, 6 mois après le confinement, un autre mot qu'on ne comprenait pas trop avant, on est nombreux à se poser des questions, à se demander finalement pourquoi retourner au travail quand je peux faire ça depuis chez moi. Quel est le sens de mon job? Comment je vais faire pour continuer à tenir dans ce truc qui n'a plus aucun sens? Et face à ces questions, il y a 2 réactions. La première, c'est celle de ceux qui finalement se disent que la vie est courte et qu'on n'a pas le temps de s'emmerder. Ceux-là, c'est ceux qui vont choisir peut-être de quitter leur job, leur entreprise, leur chef, avec lesquels ils ne sont plus alignés, peut-être déjà depuis longtemps. Et puis il y a les autres. Celles et ceux qui se disent que ouais, c'est pas top, ça va pas trop au boulot, mais qu'il va falloir tenir, coûte que coûte. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas terrible, mais demain, ce sera peut-être pire. Alors ceux-là, ils vont pas quitter leur entreprise, leur job, leur employeur, leur chef. C'est peut-être même l'inverse qui va se passer. Ceux-là, ils vont serrer les dents et ils vont rester. Mais à quel prix? Alors dans les entreprises, avec tout ça, en ce moment, il y a une question qu'on entend beaucoup, c'est comment faire pour redonner envie aux gens de travailler. 2030. J'ai 41 ans. Je regarde dans le rétroviseur et je me dis que finalement, c'est mieux qu'hier. Le Covid, c'est un lointain souvenir, mais finalement, ça a bien fait changer les choses, et plutôt dans le bon sens. En 2030, qu'est-ce qui se passe? En 2030, on a fait évoluer nos modes de travail. Alors, pas de grande révolution, on est plutôt dans la continuité de ce qui se passait depuis des années. En 2030, les entreprises collaborent avec des salariés, bien sûr, mais aussi avec tout un écosystème de freelance. Des freelances qui sont là parce qu'ils ont choisi d'être freelance, évidemment. En 2030, on a des gens qui changent régulièrement de job, de métier, d'entreprise. Et finalement, on se dit que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour les entreprises, c'est pas plus mal pour les gens. En 2030, on se lâche, on switch, et on télétravaille, bien sûr, partout où c'est possible. Mais pas à 100%, pas tout le temps. Parce qu'on a quand même compris que c'était important de se voir dans la vraie vie. Que c'était important pourquoi? Pour créer, pour se marrer, pour se connecter. En 2030, qu'est-ce qu'on a aussi? On a des entreprises humanistes. Parce qu'en 2030, le greenwashing, les grands discours sur la raison d'être, ils n'ont plus de place. En 2030, on fait. On ne parle pas. On fait pour de vrai. En 2030, on est rentré dans l'ère de la congruence. Les entreprises, les dirigeants, font ce qu'ils disent. Mais en plus, ils disent ce qu'ils pensent. Dire, penser, faire, être aligné, être congruent. C'est un peu la nouvelle norme, c'est plus l'exception, comme avant. C'est plus l'exception tout simplement parce qu'en fait, les gens n'ont plus envie d'aller travailler dans les boîtes qui ne sont pas comme ça. En tout cas, pas celles et ceux que les entreprises ont envie d'avoir dans leur équipage. En 2030,
on a des managers passionnés. On a des managers qui ont choisi ce métier, pas pour l'argent, pas pour le statut, mais parce qu'ils aimaient profondément les gens. Et dans les entreprises, on a compris que la fonction était essentielle. Alors, en plus de choisir nos managers pour leur amour des gens, on leur laisse enfin le temps de manager. On s'est rendu compte, en fait, que prendre soin des hommes et des femmes, ce n'était pas du temps de perdu, bien au contraire. En 2030, enfin, on a des collaborateurs responsables. Parce que les collaborateurs, ils ont aussi compris qu'ils avaient leur rôle à jouer dans tout ça. Que si vous voulez être bien, si vous voulez être heureux au travail, il fallait qu'ils fassent leur part. Et leur part, ça consiste en quoi? Ça consiste à exprimer leurs besoins, à ne pas toujours attendre que l'entreprise devine tout, que le manager devine tout, solutionne tout. À exprimer leurs besoins. Mais pas à se contenter de dire je veux, parce que ce n'est pas ça la responsabilité. À chercher, sincèrement, à aligner leurs besoins, leurs attentes avec les enjeux de leur entreprise. Et si on ne trouve pas, si ça ne matche pas à un instant T, parce que parfois c'est ça la vie, d'avoir le courage de partir, mais de partir bien. Et ça, à ce moment-là, en 2030, l'entreprise le rendra bien. Alors en 2030, finalement, on est rentré à l'ère de l'authenticité au travail. Ça veut dire qu'on peut être qui on est vraiment au travail. Exprimer nos singularités, oser montrer nos vulnérabilités, pour les femmes comme pour les hommes. En 2030, au travail, il y a de la place pour l'émotion. Parce qu'on a compris que c'était ça qui faisait notre humanité. Parce qu'on s'est rappelé aussi la racine de ce mot, émotion, qui vient du latin, ex movere, qui veut dire se mettre en mouvement. Et que finalement, dans un monde en mouvement, ce dont on avait le plus besoin, c'était de rester en mouvement, chacun. Alors comment on en est arrivé là, en 2030 ? Aujourd'hui, à partir de demain, on a mené une petite révolution culturelle au travail, dans le monde du travail, toutes et tous. Parce que cette révolution culturelle, elle passe par un changement de posture individuelle, avant tout. C'est accepter que la confiance crée la confiance. Que donc, il faut savoir la donner avant d'exiger la recevoir. Et ça vaut pour les chefs, mais pas que. Ça vaut pour tout le monde. Accepter que les certitudes sont des pièges, et que donc on a tout à gagner à les questionner régulièrement. D'ailleurs, en ce moment, je guette les dirigeants, les chefs, qui vont oser dire « j'y croyais pas au télétravail, mais j'avais tort ». Accepter qu'on vit dans un monde incertain, que donc les données d'hier ne permettront pas de prédire demain, que dans ce monde-là, l'intelligence humaine est encore plus forte que l'intelligence artificielle. Donc il va falloir qu'on apprenne à écouter notre cœur, nos intuitions et tous ceux qui nous entourent. Accepter enfin qu'on n'a pas toujours le choix de ce qui nous arrive, mais qu'on a toujours le choix de ce qu'on en fait. C'est là qu'est notre liberté, c'est aussi là qu'est notre responsabilité, parce que c'est définitivement deux facettes d'une même pièce. Alors cette révolution culturelle qui nous a permis d'arriver à ce monde du travail, elle passe aussi par un dernier truc, qui est une question d'éducation. Par le fait de permettre à chacun de développer son agilité professionnelle, c'est-à-dire sa capacité à se repositionner autant de fois que nécessaire dans le monde du travail, qui bouge, en fonction de ses aspirations, bien sûr, mais aussi en fonction des évolutions qui ne manqueront pas de continuer à arriver. Alors pour conclure, comment construire un monde du travail qui nous ressemble ? Finalement, tout ce que je vous dis, c'est un retour à des essentiels, à des basiques, à des trucs qui sont tellement évidents que parfois on a tendance à les oublier. Humanité, authenticité, congruence, responsabilité.
Parce que moi, je crois que c'est comme ça qu'en tant qu'entreprise, on donnera envie à des gens de travailler avec nous. Et je pense que c'est comme ça qu'en tant qu'individu, on pourra construire la trajectoire qui nous correspond. Alors aujourd'hui, à l'an 1 après Covid, je ne crois vraiment pas en la fin du travail. Je pense que l'homme, avec un grand H, a définitivement besoin de créer, de se relier, de contribuer. Et je pense que le travail, c'est un formidable espace pour ça. Mais j'ai l'espoir qu'on soit un tournant, et que dans le monde du travail de demain, il y aura plus de plaisir et moins de souffrance. Et pour ça, je sais qu'aujourd'hui, ça dépend de chacun d'entre nous. Alors continuons à nous poser des questions, bien sûr, mais surtout contribuons à notre échelle, toutes et tous, à construire un futur du travail qui soit enthousiasmant. Merci.